Bonjour, pour la suite de la communication concernant nos recherches sur les syndromes de destinée. Alors, j'aimerais d'abord rappeler que les syndromes de destinée constituent une catégorie symptomale à part entière. Ces phénomènes se différencient d'autres psychopathologies en ce qu'elles se manifestent de façon moins intrapsychique que sur le plan existentiel et relationnel, notamment au travers de la répétition de fiascos et de revers tout au long de l'existence du sujet. Alors, après avoir isolé les aspects les plus nocifs imputables aux postures maternelles que j'avais évoquées la dernière fois, évoquées par nos patients, nous nous sommes employés à identifier les dénominateurs communs de ces particularités. Lorsqu'on décline les traits distinctifs de ces facteurs pathogènes, tels qu'ils ont été dépeints par ces sujets, on s'aperçoit de l'incapacité de la mère, tout d'abord, à prendre ses distances avec ses propres besoins narcissiques, deuxièmement, à établir une relation objectale aimante avec l'enfant, en troisième lieu, à accepter la nécessité de se différencier de l'enfant et donc à reconnaître l'enfant en tant que sujet à part entière, différent d'elle. Quatrièmement, à métaboliser son ambivalence entre amour et haine. Cinquièmement, à cesser de soutenir son auto-affirmation par le biais de la haine. En sixième lieu, et ou en anticipant le danger de la séparation, à détester l'enfant investi en tant que mauvais objet. Alors, quant aux pratiques psychanalytiques contemporaines, on peut dire qu'à l'heure actuelle, la prise en compte par l'analyste de la quête de réparation qu'on décèle chez beaucoup d'analysants, et notamment au niveau de l'autre réel, a très mauvaise presse, y compris dans les revues réputées qualifiantes, spécialisées en psychologie clinique ou en psychanalyse. À bon nombre de psychanalystes, il semble de bon ton de soutenir que pour analyser quelqu'un qui serait tenté d'appréhender le réel, il faut le faire tourner autour du trou du réel, décourager ses espoirs d'apprivoiser ce réel, impossible et indicible, ne pas céder à la compassion, ni se laisser influencer par le désir de réduire leur souffrance psychique. Notons au passage que beaucoup d'illustres auteurs, dont l'incompétence et la paresse ne cessent de nous surprendre, se montrent peu enclins à se fatiguer avec les exigences assez ardues de la clinique contemporaine. Toutefois, il nous paraît important de rassurer les auditeurs car, s'inscrivant en faux contre ce type d'attitude plutôt cynique, les cliniciens et chercheurs du CEPA et de SOS Psy ne ménagent aucun effort pour amener leurs patients à travailler aux confins du réel, à gagner du terrain sur ce matériau pulsionnel et à l'intégrer et le métaphoriser progressivement. Or, nous devons admettre qu'il s'agit là d'une entreprise fort laborieuse qui exige de la part du praticien des compétences assez pointues, mais aussi une certaine audace épistémologique et un engagement clinique indéfectible, c'est-à-dire un désir intact à l'endroit de ses patients. Or, on pourra présenter un cas clinique, celui d'Emilien, sans emploi, 55 ans. Je le cite, Emilien dit donc « Je n'ai jamais su me faire d'amis, ni même garder de contact avec mes connaissances. À l'école, j'étais gentiment mis à l'écart par les autres élèves, je ne comprends pas bien pourquoi. Après le bac, je me suis mis à voyager pendant 15 ans. J'ai parcouru l'Europe de long en large, puis l'Amérique, l'Afrique du Nord aussi.
mais je n'ai plus jamais trouvé d'endroit qui m'ait vraiment emballé. À 34 ans, j'étais au bout du rouleau et je suis rentré à Montpellier où un vague cousin m'a offert un logis. Alors je me suis secoué et j'ai entamé des études de lettres à l'université. À la fac, j'ai fréquenté une clique de fêtards. Je les trouvais tous médiocres et j'étais plutôt soulagé quand on s'est perdu de vue. J'ai rencontré mon ex-femme à 40 ans, juste avant de décrocher un emploi dans une librairie. J'y ai travaillé pendant 8 ans avant de démissionner comme un imbécile. Il faut dire que j'avais une maîtrise de littérature française et ma femme m'a quitté après 6 ans de vie commune parce que, à ses goûts, je manquais d'ambition. Ce n'était pas vrai, bien sûr, parce qu'au fond, j'ai toujours pensé que je méritais un poste plus important. Seulement, pour ça, il m'aurait fallu un coup de piston et je ne disposais d'aucun réseau pour me faire pistonner. Puis, comme j'étais féru de littérature, je dois dire que, tout compte fait, mon travail me convenait quand même assez bien. De plus, ce boulot à la librairie, donc, était comme un repère pour moi. Je n'ai pas su apprécier ce moment de grâce parce que j'ai commencé à viser plus haut, trop haut. Et j'ai tout gâché parce que j'avais cru avoir droit à mieux, à cause de mon inconscience. Et ça fait 5 ans que je gamberge jour et nuit, je végète et je me suis mis à traîner dans les bars. Mon frère cadet Grégoire, il a réussi sa vie. Il est diplomate ou conseiller consulaire, je crois, à l'ambassade française au Danemark. Il est marié et il a 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Pourtant, on a reçu à peu près la même éducation. Notre mère était folle alliée et notre père, commercial dans une boîte américaine, il se rendait invisible. Maintenant que j'y pense, je crois que ma mère s'est surtout défoulée sur moi. Aussi loin que je me souvienne, elle me criait toujours dessus, elle me frappait sans cesse. Elle me disait que j'avais détruit sa vie, que j'avais en moi les germes d'un criminel et que j'allais mal finir. Elle battait aussi Grégoire, mais elle s'acharnait surtout sur moi. Je me rappellerai toujours le désespoir qu'il y avait dans ses yeux quand elle me regardait, même quand elle me cognait ou qu'elle m'engueulait. Je m'efforce de lui trouver des excuses, mais en même temps, je ne peux m'empêcher de la détester. Pendant toutes ces années, je faisais de petits boulots pour subvenir à mes besoins. J'ai travaillé dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, dans la vente et occasionnellement, je me suis fait quelques copains. Mais au bout d'un moment, les gens ont toujours fini par se détourner de moi. J'ai pris beaucoup de claques, je me sentais spolié et trahi. Alors, les pérégrinations d'Émilien paraissent trouver leur source dans 2 mobiles distincts, mais aussi complémentaires. Premièrement, la fuite en tant que stratégie existentielle devant les défaites dont s'étaient soldées ses expériences antérieures. Deuxièmement, l'exploration du monde, sous-tendue par l'espoir de réaliser ses rêves. Alors, je le cite pour cette question-là, j'étais en quête d'aventure et en quête de l'âme sœur, disait Émilien. En vue de réduire les peurs qui l'entravent dans la poursuite de ses projets, Émilien se résout à consommer des psychotropes. Je cite, pour me donner du courage, je prenais toutes sortes de drogues et je buvais beaucoup. Néanmoins, et en dépit de son recours à des palliatifs psychoactifs, il ne parvient pas à surmonter ses appréhensions dès lors qu'il est appelé à répondre de son désir, et notamment lorsqu'il est confronté à l'autre féminin. Encore une citation. Malgré l'alcool et la drogue, je flippais chaque fois que je voulais accoster une fille.
D'ailleurs, ses relations avec autrui s'achèvent invariablement par des ruptures brusques et inexpliquées. J'ai travaillé dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, disait-il. Occasionnellement, je me faisais quelques copains. Et puis, il ajoute donc que les gens se sont toujours détournés de lui. Il précise, on m'a congédié ou simplement lâché, bref, ça s'est toujours mal terminé. Ainsi, ces rares liens sociaux qu'il ne réussit pas à instaurer dans la continuité restent éphémères et peu fiables. S'il est sans cesse rejeté par ses semblables, aucun d'entre eux ne daigne lui en fournir le motif. Je le cite, on ne m'a jamais donné d'explication. Or, de son côté, Émilien ne cherche pas non plus à connaître les raisons de sa mise à l'écart. Il dit, à ce propos, je n'en demandais pas non plus. Si Émilien préfère rester dans l'ignorance à ce sujet, c'est manifestement pour s'épargner une humiliation supplémentaire, car il précise, à un moment donné, de peur qu'on me rabaisse. Cependant, en exprimant la crainte qu'on vienne confirmer la piètre opinion que lui-même avait de lui-même, il pourrait non seulement avaliser le jugement défavorable que lui témoignent ses pairs, mais devancer son propre rejet de leur part. Alors, on peut ici s'interroger sur la place que s'assigne Émilien sur le plan inconscient et corrélativement sur celle qu'il attribue au grand autre et au petit autre. Donc, au grand autre qui est issu du père de la mère et le petit autre plutôt sur un plan horizontal, du point de vue générationnel, le frère. Alors, son témoignage tend à suggérer qu'il se considère d'emblée comme prédestiné à tomber en disgrâce aux yeux de ses prochains. S'il déclenche à plus ou moins longue échéance une relation de rejet chez autrui, il ne semble guère surpris par l'attitude hostile qu'on lui manifeste. De manière générale, il semble accorder une plus grande importance au désir de l'autre qu'au sien propre, ce qui nous amène à supposer qu'il se positionne à une place d'objet dans ses rapports à l'autre. D'après Émilien, la mère lui imputait jadis la responsabilité de tous ses malheurs et lui prédisait un avenir sombre. Tout se passe comme si ces prédictions, de par leurs effets signifiants, de mauvais augure, comme on dit, désignant le sujet et son devenir, s'étaient vérifiées par la suite, en se concrétisant par la déchéance ultérieure du Fils. Ce dernier aurait alors repris à son compte ce pronostic funeste en lui octroyant une valeur de véritable prophétie. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour la suite de cette présentation.